Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité à Monaco en ce dimanche 12 novembre. Du sport avec les résultats du foot et du basket. La Roca Team jouait cet après-midi face à Nanterre, 5e de Betclic Elite. Justin Hadel nous résumera cette rencontre. On ira faire un tour du côté de la FNAC où se tenait hier une séance de dédicace pour la bande dessinée Escape Gone, un ouvrage sur la spectaculaire évasion de Carlos Ghosn en 2019 et qui connaît un grand succès. Christine Datomel nous emmènera à la découverte de la Monte Carlo Beer dans votre chronique Ceux qui font Monaco. Et puis nous terminerons ce journal par un entretien avec Vincent Vatrican. Le directeur de l'Institut audiovisuel évoquera le prochain mardi du cinéma. On démarre ce journal avec la victoire de la Roca Team cet après-midi en Betclic Elite. 2 jours après son succès face à l'Asvel en Euroleague, les Monégasques ont remis ça à Gaston Médecin et cette fois, c'est Nanterre qui en a fait les frais. Un résumé de la rencontre avec Justin Hadel et Alban Gingembre. Un match globalement maîtrisé, malgré quelques difficultés. La Roca Team s'est montrée persistante pour conserver son avance, même si elle s'est parfois heurtée à une très bonne défense. À 2 minutes de la mi-temps, Monaco a pris le large avec 17 points d'écart. Un écart vite perdu en fin de match jusqu'à même se faire peur. Dans les derniers instants, 4 points seulement séparaient les deux équipes. Nous, de notre côté, on va regarder plus nos erreurs parce que je pense que on leur a permis de pouvoir être là avec tout le respect qu'on doit donner à l'équipe. On leur a permis d'y croire encore jusqu'au bout. On aurait pu, je pense, maintenir un écart assez tôt dans le match. En perspective du prochain match en Euroleague mardi prochain face à FS Istanbul à 19 h, rester focus est nécessaire. On prend les match après match, ça ne change quoi que ce soit parce que notre plus gros adversaire c'est nous-mêmes. Donc on va faire en sorte d'être prêt, que chacun puisse donner ce qu'il a à donner. Et l'addition individuelle de chacun va former le gros Monaco qui pourra battre n'importe qui. Donc on ne va pas prendre en compte contre qui on joue parce que ça peut plus nous faire jouer des tours qu'autre chose. Durant toute la rencontre, Lloyd a répondu présent avec un total de 29 points marqués, son record en championnat de France. Strazel marque 11 points, Jaïté, quant à lui, en inscrit 10. Une victoire 91 à 82 qui permet aux Monégasques de conserver leur première place au championnat. En Ligue 1, l'ASM n'a pas pu faire mieux que 0-0 sur le terrain du Havre. Un point dont vont se contenter les hommes d'Adi Hutter qui auraient même pu concéder la défaite à la toute dernière minute sur un pénalty finalement arrêté par le héros de la soirée Philippe Keun. L'ASM reste 3e du classement et c'est désormais Paris qui fait la course en tête. Cette semaine, 10 nouvelles recrues ont intégré le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Un moment unique pour eux, symbolisé par la remise de leur casque devant la caserne de Fontvieille. Une cérémonie particulièrement émouvante et historique. Explication dans ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Ils étaient 10 à être mis à l'honneur en fin de matinée devant l'église Saint-Nicolas, 9 hommes, et c'est une première en principauté, une femme. Une cérémonie solennelle, leurs parrains leur ont remis officiellement leur casque de sapeurs-pompiers. Ils font partie désormais de cette grande famille d'hommes et de femmes qui agissent parfois au péril de leur vie pour leurs prochains. Alors ça représente un grand moment dans la carrière d'un sapeur-pompier puisqu'en fait il vient de terminer son parcours de formation et là, dès demain, il va intégrer les camions pour partir en intervention. Donc je dirais c'est un processus de formation qui se termine et sa carrière opérationnelle qui débute. Ces 10 hommes et femmes ont dû passer par plusieurs étapes pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Il faut se préparer avant de rentrer chez nous pour réussir l'examen de rentrer chez les pompiers de Monaco et il est très exigeant. Donc pour eux ça commence très tôt. Après quand ils ont réussi à rentrer chez nous, c'est un parcours qui dure à peu près 5 mois durant lesquels ils sont testés et mis sous pression pour se préparer à affronter la réalité de la vie dès qu'ils vont passer en version opérationnelle. Parmi ces 10 nouvelles recrues, Colline Gorgon, 23 ans. Elle vient de Lyon, elle a fini 4e de sa promo et rentre dans l'histoire. C'est la première femme sapeur-pompier à Monaco et plus largement la première femme militaire à servir la principauté. J'ai toujours voulu être pompier, sapeur-pompier et militaire et de pouvoir représenter les valeurs que ce métier représente est pour moi très important. Je suis fière et surtout fière de pouvoir servir la population monégasque. Et
et de leur faire honneur. Le sapeur Gorgone, donc, elle est arrivée chez nous, elle a été soumise aux mêmes épreuves, aux mêmes formations, elle a décroché les mêmes habilitations que tous les autres sapeurs-pompiers masculins, donc elle a mérité son casque d'intervention, elle mérite de partir en intervention et je dirais il n'y aura pas de différence entre un homme et une femme, en fait seule la compétence compte et elle a fait ses preuves et je peux vous lancer un défi, si vous voulez aller faire une séance de sport avec elle, j'y serai. Colline Gorgone a obtenu un master en sport et elle a un niveau national de boxe, par conséquent nous ne relèverons pas le défi. Outre cet aspect historique, l'émotion était bien présente. Ces 10 jeunes sapeurs-pompiers sont de la promotion Mathis Canavez. Cet ancien sapeur-pompier de Monaco a été fauché à moto à l'âge de 22 ans à Puget-Théniers le 1er septembre 2021. Les parents du jeune Mathis étaient présents lors de cette cérémonie. Un hommage et une façon de ne pas laisser ce jeune homme, qui était dans la fleur de l'âge, dans l'oubli. Souvenez-vous, c'était en 2019. L'évasion rocambolesque de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban avait fait le tour du monde. Eh bien, une BD sur cette fuite spectaculaire vient de paraître. Signée de la maison d'édition libanaise Samir, cet ouvrage connaît un grand succès depuis sa parution. L'équipe d'Escape Gone, le titre de cette BD, était en séance de dédicace ce samedi à la Fnac. Justin Hadel et Olivier Bonello ont pu rencontrer celui qui a eu l'idée de cette bande dessinée humoristique, l'éditeur Marwan Abdo Hanna. Escape Gone est une bande dessinée sous forme de roman graphique qui va relater toute l'évasion rocambolesque de Carlos Ghosn du Japon. Donc ça commence au Japon et ça finit à Beyrouth. Et en fait cette bande dessinée va mettre l'accent sur tout le côté comique et grotesque de cette affaire. En fait, la bande dessinée est là pour montrer comment le patron le mieux payé de France, le magnat de l'industrie automobile s'est transformé en quelques jours en fugitif et surtout en champion de l'escape game. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'un long itinéraire de dédicace pour notre illustrateur Mohamed Kraetem, qui est présent à Monaco. Parce que en fait, moi je suis en tant qu'éditeur, donc de Samir Éditeur, qui est la maison qui publie cette BD, je suis lié à Monaco depuis de très nombreuses années. Je suis ancré ici et j'ai aussi fondé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions des Moulins, qui est une maison donc monégasque, qui aujourd'hui travaille en collaboration avec l'éducation nationale, la DENJS, avec les archives du Palais Princier. Nous travaillons des cahiers d'activités qui parle de l'histoire de Monaco. Passons à présent à votre chronique Ceux qui font Monaco. Christine Tomel vous présente la Monte Carlo Beer, une bière artisanale 100% monégasque. Bonsoir Christinda. Oui, et aujourd'hui je vous retrouve au restaurant Le 8,5. L'établissement a bien voulu nous recevoir pour nous parler de cette petite blonde qui fait tourner toutes les têtes en principauté. D'abord, ça a commencé avec une histoire d'amitié, parce qu'Anthony et moi, on est amis depuis plus de 15 ans. On est tous les deux de Monaco, monégasques et enfants du pays. On a d'abord une activité à Singapour, de 2018 à 2020, jusqu'à le Covid, qui était un bar. Et c'est de là que l'idée de la bière est venue. On mettait en avant pas mal de produits de Monaco. Et on s'est rendu compte que le monde de la bière artisanale était vraiment en plein boom. Et on s'est dit pourquoi pas nous, pourquoi pas créer une bière aux couleurs de Monaco, à l'effigie de Monaco, aux couleurs du drapeau. Ouais. Et puis alors maintenant, cette petite blonde fait des ravages à Monaco. On la retrouve sur toutes les tables. Alors on est présent dans un peu plus de 80% des établissements Monaco, tous les supermarchés également. Et là on s'est développé aussi sur la côte avec beaucoup de supermarchés, une centaine d'ailleurs dans le 06 et le 83. Et pareil pour les cafés-restaurants sur la côte. Ouais. Alors parlez-nous de votre bière, quel goût elle a, si vous pouvez essayer de nous la décrire. Laquelle déjà? Parce que maintenant on a commencé avec la blonde, qui est vraiment la bière de soif, 4,5%, vraiment facile à boire, parfait pour la région. Après on a lancé une ambrée, 1 an et demi plus tard, qui a un peu plus de caractère, mais qui a toujours un petit peu très peu d'amertume, qui n'a pas trop ce caractère un peu puissant qu'on peut retrouver chez certaines bières du Nord. Et là on a lancé justement, il y a la semaine dernière, une bière sans alcool, qui a moins de 0,5% d'alcool et une bière IPA. Donc pareil, un peu plus d'amertume, un peu plus de caractère, mais toujours considéré, je ne vais pas dire bière de soif, mais assez facile à boire en tout cas. Et puis cette année également, vous êtes certifié bio.
Alors on est depuis cette année, ouais, on brasse à Montsartou, pardon, et on est certifié bio, ouais, 100% bio, les recettes sont 100% bio. C'est pas compliqué parce que la brasserie avec laquelle on brasse aujourd'hui est certifiée 100% bio également, donc on a pu, avec nos recettes, les adapter et avoir les certifications. Alors on a fait un petit peu d'export, on a envoyé des palettes au Japon, à Hong Kong, et plus proche en Hollande, île de Jersey, au Luxembourg et Italie plus récemment. Et puis alors, prochain projet? Il y a plein de projets. Alors, on veut continuer à exporter la bière. On a certains marchés auxquels on discute, en Asie notamment et aux États-Unis. Et puis après aussi des projets de peut-être lancer la bière en fût. Jusqu'à présent, on a toujours été en bouteille. C'était important pour nous de mettre la bouteille en avant. Maintenant qu'on commence à avoir une petite renommée, on aimerait un petit peu rentrer dans le marché du fût. Et puis d'autres projets, mais on en parlera plus tard. Alors vous l'aurez compris, la Monte Carlo Beer fait des ravages en principauté et elle continue de s'exporter. Vous pouvez la retrouver bien sûr dans tous les établissements nocturnes de Monaco ainsi que sur les tables des restaurants et dans les supermarchés de la principauté. Et une nouvelle gamme, la sans alcool. Direction à présent le Grimaldi Forum pour plonger dans les coulisses des répétitions de Don Carlo. La création de Giuseppe Verdi sera présentée au Centre culturel à partir du 22 novembre. Des premières notes de la partition à la mise en scène, José Sacré lève le voile sur ce grand opéra en 5 actes dans ce Focus Info. Mardi 7 novembre, nous avons assisté à une répétition, une séance de travail avec accompagnement au piano d'un extrait du 4e acte de Don Carlo de Verdi avec Joyce El-Khoury qui interprète le rôle d'Élisabeth de Valois. Don Carlo de Verdi a été créé en français à Paris en 1867. Une deuxième révisée en italien et en 4 actes, a été créée à la Scala du Milan en 1884. C'est cette version que Cecilia Bartoli, directrice de l'Opéra de Monte Carlo, a choisi de présenter au Grimaldi Forum les 22, 24 et 26 novembre. Avant de répéter son rôle de Philippe II dans cette production, le toujours sympathique et volontiers plaisantin Ildar Abrazakov imite le chef d'orchestre, loin des yeux de celui-ci, Massimo Zanetti, tout entier dans son travail de direction musicale. C'est Davide Livermore, un artiste de réputation internationale qui met en scène cet opéra, véritable fresque riche de personnages forts à la psychologie fouillée. Ce n'est pas seulement une œuvre essentielle pour Giuseppe Verdi, c'est une œuvre essentielle pour notre communauté mondiale, pour notre humanité, parce que c'est un moment d'éducation à sentiment, un moment où nous pouvons faire une indagine sur la part plus obscure de notre âme. Le rapport entre le pouvoir, le rapport entre le sentiment, le rapport entre les constrictions psychologiques, la part de douleur que beaucoup de fois nous vivons dans l'éducation religieuse, dans l'éducation familière. C'est quelque chose qui a beaucoup de distance, de siècles, pas seulement avec Giuseppe Verdi, mais avec l'histoire de Philippe II. Et c'est quelque chose qui va encore à nous éduquer, à nous toucher, et c'est une sorte de miroir implacable sur notre humaine fragilité. Vous savez qu'il y a pas mal de metteurs en scène qui ont été décriés par certains artistes, par certains journalistes, parce qu'ils s'éloignent peut-être trop loin de la signification de l'œuvre pour s'exprimer eux-mêmes leurs idées. Vous êtes au service de l'œuvre. Complètement. Je n'ai pas écrit, je ne suis pas Schiller, je ne suis pas Giuseppe Verdi. Je respecte deux pères de ma âme comme Giuseppe Verdi et comme Schiller. Ça ne veut dire pas que je vais n'avoir pas ma personnalité, mais ma personnalité doit être au service de la création pour notre contemporanéité. On a des extraordinaires artistes de vidéo et la chose incroyable que nous faisons pour Don Carlo, une mise en scène qui est vraiment dans le période historique de Philippe II. Mais la chose extraordinaire que nous utilisons la plus grande technologie possible avec l'intelligence artificielle, avec le dessin 3D, avec une
un écran vidéo exceptionnel de LED pour recréer le rapport que nous avons dans le libretto. Et plus nous sommes modernes avec la technologie sur scène, et plus nous avons la capacité de raconter la modernité à niveau émotif, à niveau émotionnel, et en même temps raconter sa modernité dans un côté ancien. Davide Livermore sera aussi le metteur en scène de Caruso à Monaco, une création présentée à l'occasion de la fête nationale monégasque, et de Jules César en Égypte de Handel avec Cecilia Bartoli. De l'opéra, passons au cinéma avec la projection ce mardi à 20h au Théâtre des Variétés du film Les Fraises Sauvages dans le cadre des Mardis du cinéma organisé par l'Institut audiovisuel de Monaco. Il est question dans ce film en noir et blanc d'un voyage initiatique vers la fin de la vie. Rassurez-vous, ce n'est pas un film mélancolique mais au contraire un film plein d'espoir. On retrouve Vincent Vatrican et Fabien Bonilla pour nous parler de cette projection. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Là, on va parler d'un film de Ingmar Bergman de 1957 en noir et blanc, Les Fraises Sauvages. Que peut-on dire de ce film? C'est le temps qui passe? Selon l'époque où vous me posez la question, je commencerai par dire que c'est un des plus beaux films du monde. Ah, à ce point? Pour mettre la barre très haut. Vous allez m'expliquer pourquoi alors? Je vais essayer. Le film raconte l'histoire d'un vieil homme de 78 ans qui évidemment porte son âge et évidemment réfléchit à la question de la mort. C'est ce qui ouvre le film par un cauchemar vraiment bien cauchemar, bien lugubre, mais la trajectoire du film sera inverse, c'est-à-dire que le voyage qu'il va effectuer, un voyage en famille avec sa belle-fille pour aller recevoir une distinction honorifique, va être agrémenté de rencontres et de rêves durant ce voyage où il va se revoir enfant, adolescent avec ses amours, et il y a une forme de trajectoire petit à petit apaisée avec lui-même, avec, on l'apprendra, des difficultés de famille, il ne s'entend pas avec son fils, etc. etc. C'est une rétrospective en fait? Une rétrospective, mais c'est aussi la puissance du cinéma de Bergman, cette manière de raconter où on ne sait jamais trop si on est dans le rêve, dans la réalité, dans le fantasme, dans l'imaginaire. Donc, sous le couvert d'un récit très simple, un voyage, on va d'un point A à un point B, les rencontres d'un certain nombre de personnages sur cette route qu'il décide de faire en voiture. C'est un voyage initiatique vers la fin, en fait. Absolument, mais cette fin est une fin apaisée qui ouvre vers quelque chose d'éminemment positif, alors que le film annonçait plutôt un voyage inexorable vers la mort. C'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est l'heureuse surprise et qui évidemment pose pour chacun d'entre nous plein de questions. Bien sûr, et je trouve que vous nous l'avez bien vendu là. Ah bah écoutez... D'habitude je vous demande de me dire pourquoi il faudrait aller voir ce film, je crois que c'est plus la peine. Vous savez, j'ai programmé quand même un certain nombre de Bergman, donc il fait partie de mes cinéastes de chevet, mais au point même que je voudrais même le déshabiller du costume qu'on lui affuble souvent. Bah, c'est un cinéaste quand même... un peu prise de tête, on dit ça, mais pas du tout. C'est un film très simple, parfois même joyeux, quand bien même, voilà, c'est l'histoire d'un vieil homme qui, au soir de sa vie, mais en fait, on sort de là vraiment avec le sourire et on est réconcilié avec la vie. Voilà. Bien, allons voir Les Fraises Sauvages. Merci Vincent. Merci Fabien. Jag heter Eberhard Isak Borg och är 78 år gammal.
Min livsdag har varit full av hårt arbete och det är jag tacksam för. Det är möjligt att jag blev lite sentimental. La météo pour ce premier jour de la semaine, c'est avec Justin Hadel et je crois, Justin, qu'il fera bon ce lundi. Effectivement Yannick, la chaleur va faire un petit retour en ce début de semaine. J'ai bien dit un petit, jusqu'à 19 degrés sont attendus en milieu de journée. Pour autant, il y aura un peu plus de vent par rapport à aujourd'hui. Un début de semaine clément vous attend. Concernant la température de l'eau, ça ne bouge pas avec un thermomètre bloqué à 19 degrés. Le soleil se lèvera à 7h20 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 17h09. Une journée qui sera marquée par l'anniversaire de la naissance d'Albert Ier de Monaco. C'était le 13 novembre 1848. Saint-Brice, demain c'est votre jour. Albert Ier, le prince navigateur, mais pas que. Si vous voulez découvrir une facette archéologique de ce souverain, sachez que le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco propose jusqu'au 31 décembre l'exposition Albert Ier, un prince préhistorien. C'est la fin de ce journal. Merci d'être fidèle à Monaco Info. Dès demain, vous retrouverez Émilie Rousseau à la présentation de votre 19h. Je vous laisse avec la séquence flashback, ce qu'il s'est passé à cette même période les années précédentes. Passez une excellente soirée, à bientôt.